Moi qui espérais que le monde allait vers plus de démocratie, plus de liberté, plus de débat, plus d'universalisme, je n'ai pas aujourd'hui le sentiment que nous allons dans cette direction. Je ne pense pas que l'avenir sera fait comme je l'espérais dans ma jeunesse, d'une extension à l'infini de la liberté, de la prospérité. Bonjour et bienvenue à Contact. Je suis ravi d'accueillir dans notre petit studio parisien mon ami Amin Maalouf. Bonjour. Bonjour. Je dis mon ami, mais c'est probablement très présomptueux, sinon qu'il me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir, Stéphane, également. Après tant d'années, vous êtes, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Alors, je ne sais pas ce que ça dit ou ce qu'on doit comprendre, parce qu'après tout, vous êtes immortel, donc condamné à être le secrétaire perpétuel une fois nommé. Vous êtes aussi journaliste et à ce titre mortel, essayiste et romancier, plusieurs fois récompensé, entre autres pour le Goncourt en 93, pour votre magnifique Rocher de Tanios. C'est votre regard souvent inquiet sur le monde que je convoque aujourd'hui. Ces dérèglements, c'est un mot que vous affectionnez, sont au cœur de votre travail d'essayiste avec les identités meurtrières, le dérèglement du monde, justement, le naufrage des civilisations. Et cet automne, c'était le labyrinthe des égarés qui m'a beaucoup plu. Et ça donne une très bonne idée de ce que sont peut-être vos soucis. En réfléchissant à vous, je vous l'ai dit à micro fermé tout à l'heure, je me suis demandé si le fait d'être libanais n'était pas consubstantiel de votre doute éternel. C'est sûrement un peu vrai. J'ai l'impression d'être né au bord de la faille. Donc, quand il y a des tremblements, je les sens peut-être un peu avant d'autres. Vous êtes un sismographe. C'est vrai que être né dans cette partie du monde, qui est une des plus agitées, une des plus compliquées, et aussi une des plus déterminantes pour l'évolution du monde, être né là, et surtout dans un pays qui est lui-même, le Liban, tellement divisé, tellement secoué en permanence. Communautarisé, hélas. On a une vision du monde qui est à la fois inquiète, et en même temps, on essaie de ne pas chasser l'espoir. Parce que si on se résigne aux réalités du monde telles qu'elles apparaissent parfois, on est découragé. Donc il faut regarder plus loin, parfois partir plus loin, ce que j'ai fait comme tant d'autres avant moi de cette terre, partir un peu partout dans le monde. Juin 1976. Absolument, je suis parti, j'ai quitté le Liban qui était en pleine guerre et qui allait le rester longtemps. Et j'ai pris un bateau de fortune, pour Chypre. À Chypre, je suis allé voir 2 ambassades qui étaient là pour demander des visas. Il y avait l'ambassade du Canada qui était installée à Limassol, il me semble, et l'ambassade de France. Et à l'ambassade du Canada, on m'avait dit que c'était une antenne en réalité de l'ambassade au Liban. Mm-hmm. Et donc, ils ne traitaient pas de nouveaux dossiers. Donc, c'est un peu kafkaïen. Donc, vous tournez en rond, vous fuyez le Liban et on vous dit qu'il faut y retourner. Voilà, et je suis allé à l'ambassade de France qui, à l'époque accueillait plus facilement les migrants. Aujourd'hui, les choses seraient beaucoup plus compliquées. On m'a simplement demandé d'apporter une lettre signée par l'ambassadeur du Liban. Je pense qu'il y a beaucoup de migrants qui, aujourd'hui, seraient heureux qu'on leur demande une chose pareille. Mais à ce sujet, justement, si je vous rappelle ce souvenir du 16 juin 1976, en pensant à vous, j'avais 2 questions. La première, pouviez-vous soupçonner ce qui s'ouvrait à ce moment-là de vie pour vous? Vous êtes jeune homme.
tout est possible, mais en même temps, vous pourriez vous dire tout est bloqué, tout est bouché. Vous quittez votre pays. Et j'ai dit à ma femme, il faudra partir peut-être pour 10 ans. Ça va faire bientôt 48 ans que je suis en France. Je ne le regrette pas, mais certainement que je ne pouvais pas prévoir que j'allais passer pratiquement toute ma vie adulte en dehors du Liban. Vous avez réfléchi à ce que ça signifie que d'être migrant? Parce que j'en suis convaincu, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, 48 ans plus tard, vous êtes encore forcément libanais. Ce n'est pas une malédiction d'émigrer. Je viens d'une tradition d'émigrer. J'ai de la famille un peu partout à travers le monde et depuis plusieurs générations, les gens partent. Mmh. Le Liban, vous savez, c'est une terre relativement aride. C'est une montagne au bord de la mer. Les gens trouvent simple de monter sur un bateau et de partir le plus loin possible, là où la fortune peut s'ouvrir. Et donc je ne le vis pas, je ne l'ai jamais vécu comme une malédiction. En même temps, il faut accepter qu'il y ait des difficultés, des souffrances, des périodes où on doit se battre un peu plus que d'autres pour trouver sa place. Mais je dirais que l'école de la vie est une bonne école. On a la chance de vivre. Quand on est en bonne santé, c'est merveilleux. Et je n'ai jamais vécu cette longue période comme de nostalgie, par comme exemple. Un exil. Jamais. Je suis toujours préoccupé par ce qui arrive au Liban. Je suis de loin ce qui se passe. Je m'inquiète pour les gens qui sont restés là-bas, pour l'avenir du pays. Mais jamais je n'ai vécu mon exil comme une malédiction. Jamais. Des surprises dans ces 48 ans d'aventure pour le jeune homme qui débarquait avec tous les horizons ouverts? Tout est une surprise. Non, parce que je vous présente en étant quand même le nouveau patron de l'Académie française. Tout ce qui est arrivé dans ma vie, je ne pouvais absolument pas le prévoir à 20 ans ou 25 ans. Je pensais vivre ma vie comme mon père au Liban, travailler comme journaliste, ça m'a toujours passionné. Voyager à travers le monde, j'avais déjà commencé. Quand j'étais au Liban, j'étais journaliste et je parcourais le monde. Je suis allé à Saigon à la fin de la guerre, je suis allé dans beaucoup de pays, beaucoup en Afrique. Je pensais que j'allais continuer indéfiniment à partir de Beyrouth à sillonner le monde et j'étais heureux de le faire. Jamais je n'aurais pensé que ma vie entière allait se passer en dehors du Liban. Cela dit, d'une certaine manière, j'ai continué à faire la même chose. C'est-à-dire, à partir de Paris, j'ai continué pendant assez longtemps à sillonner le monde et je continue jusqu'à aujourd'hui à suivre les événements du monde, la marche du monde, comme je l'ai fait de toute ma vie. Vous avez laissé entendre tout à l'heure que vous étiez peut-être naturellement anxieux ou inquiet de cette marche du monde. Vous me faites une grimace. Est-ce que c'est... Je dirais que la marche du monde m'inspire à la fois une immense fascination et une immense inquiétude. Observer le monde, c'est sublime à chaque instant. Je ne me lasse jamais d'observer la marche du monde, tous les événements de la Terre. Je m'y intéresse passionnément dans tous les domaines. Je parle la politique, les sciences surtout, la médecine, l'informatique surtout aussi. Et en même temps, que de périls que nous ne pouvions pas, là encore, imaginer, il y a 30 ou 40 ans, le péril lié au climat, le péril pour la démocratie aussi. Je le sens très fort. Je sens que moi qui espérais que le monde allait vers plus de démocratie, plus de liberté, plus de débat, plus d'universalisme,
je n'ai pas aujourd'hui le sentiment que nous allons dans cette direction. Je ne pense pas que l'avenir sera fait comme je l'espérais dans ma jeunesse, d'une extension à l'infini de la liberté, de la prospérité. J'ai plutôt l'intuition du contraire, c'est-à-dire que, et j'avais cette conversation avec Pascal Bruckner, que ce qui nous caractérise, c'est-à-dire notre extrême fragilité, parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est d'accepter qu'on ne peut pas parer tous les coups, c'est d'accepter de se présenter à visière levée, que cette fragilité, elle est aujourd'hui quasi coupable et qu'on nous met en garde contre ce qui nous rend distincts. Vous savez, la démocratie est en compétition avec l'insécurité. C'est-à-dire, si la priorité, c'est de préserver sa sécurité, cela se fait forcément, d'une manière ou d'une autre, aux dépens de la liberté et de la démocratie. Et ça, la sécurité devient plus importante que tout le reste. Malheureusement, nous avons pris ce chemin et il est très difficile de revenir en arrière. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui font que nos sociétés ne parviennent plus à envisager l'avenir avec sérénité. Je pense à un phénomène, par exemple, celui de la drogue. Nous avons des sociétés où les villes, les quartiers sont souvent tenus par le trafic de drogue. Nous avons des pays au monde qui vivent de l'argent du trafic. Nous avons une criminalité internationale qui génère des dizaines de milliards, peut-être plus, et qui donc peut financer toutes les actions les plus violentes, et partout sur la planète. Et comment faire face à de tels phénomènes? Est-ce que nous devons devenir beaucoup plus répressifs? Et c'est aux dépens de nos lois, de nos habitudes, ou bien est-ce que nous devons accepter cette dérive qui peut continuer indéfiniment? Ça, c'est un ou deux des je trouve éléments. Que l'exemple récent de l'Équateur est fascinant. Voilà un pays, il y a 4 ou 5 ans, qu'on présentait comme la destination des retraités bobos qui voulaient aller se faire une vie pour leurs dernières années au soleil, là où il faisait bon vivre. Et aujourd'hui, c'est le chaos total et on a l'impression que c'est la prise en charge des choses par le crime organisé. En fait, c'est pas une impression, c'est une certitude et ça s'est fait en 3-4 ans. Tout à fait. Parce que c'est le bon exemple de... C'est un des exemples, je l'ai suivi comme vous, avec ces règlements de compte, ces candidats qui sont tués simplement à la veille d'une élection, et ça menace beaucoup de gens. On a eu des phénomènes pas aussi violents, mais très perturbants, même aux Pays-Bas, qui est la porte à côté. On a eu un premier ministre menacé de mort. Oui, il y a une violence liée à la criminalité internationale qui pèse sur la démocratie. Parfois, on essaie de ne pas la voir, mais elle est présente. Il y a un autre péril qui, à mes yeux, est énorme, c'est le péril lié aux dérives des nouvelles technologies. C'est-à-dire, nous avons des technologies très avancées dans beaucoup de domaines et qui, à un moment donné, peuvent tomber dans de mauvaises mains. Comment éviter cela? D'ailleurs, peut-on l'éviter? Justement, s'il y avait, et là je parle d'un monde idéal, s'il y avait une sorte de solidarité active des grandes puissances pour empêcher de telles dérives, peut-être qu'on pourrait l'éviter, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire, s'il y a une dérive dans un domaine, on va trouver une des puissances du monde d'aujourd'hui qui va essayer de capitaliser là-dessus pour avancer ses pions. Il faudrait un miracle pour qu'il n'y ait pas de dérive, que ce soit dans le domaine des armes, de la guerre biologique, tout peut arriver.
et nous sommes dans une phase où, en réalité, nous ne contrôlons plus rien. Nous sommes dans un monde qui subit la loi de la jungle, dans tous les domaines, dans un monde où il n'y a plus de légalité internationale, il n'y a plus d'ordre mondial, et on ne le voit pas émerger. Intéressant et inquiétant ce que vous dites, la perte de contrôle. Parce que le discours de ceux qui se veulent rassurants, c'est justement qu'ils sauront ramener le contrôle, recadrer les choses, rediscipliner cette jungle. C'est un discours extraordinairement tentant, mais je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un ou des politiques capables d'ordonner ce monde qui nous dépasse? Je pense que la première exigence, c'est qu'il y ait un autre état d'esprit dans le monde, c'est-à-dire que les principales puissances, les pays les plus riches, les pays où il y a les industries importantes, les centres de recherche les plus importants, prennent conscience des périls qui menacent l'humanité entière et qu'ils essaient d'organiser un contrôle pour éviter les dérives. Ce n'est pas une rhétorique ultra qui peut permettre de régler les problèmes. Ce n'est pas la répression à outrance qui peut régler les problèmes. Il faut une nouvelle sagesse pour que l'avenir soit différent de celui qui apparaît aujourd'hui. Je vous soumets deux choses, en fait, deux idées de réaction, parce que c'est une conversation. Je suis très, très loin de mon plan de match en vous écoutant. Et c'est une bonne chose, parce que j'aime bien avoir des conversations avec mes invités. Deux choses. D'abord, sur la narcocriminalité que vous nommiez tout à l'heure et qui est aujourd'hui agissante, sinon même quasi omnipotente. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage du ministre des Finances, de l'Économie, Bruno Le Maire, au Sénat, qui disait aujourd'hui, nous avons la certitude, parce qu'il voulait se doter d'outils pour mieux lutter contre cette criminalité. Nous savons maintenant, disait-il, que ces narcotrafiquants ont des moyens qui sont comparables à ceux d'un État. Donc, nous ne luttons plus contre des organisations criminelles, mais des États criminels. Ça change radicalement le jeu. Oui, c'est un véritable dilemme. C'est-à-dire, il y a quelques pays à travers le monde qui, par une politique de répression extrêmement stricte, ont pu limiter l'emprise du narcotrafic. Mais le problème, c'est que si on va dans cette direction, si on instaure une politique de répression à outrance, cette répression ne va pas forcément s'arrêter à ce domaine. Quand donc, on donne les moyens à quelqu'un. On entre dans une logique de répression. Et si on ne veut pas entrer dans la logique de la répression, on a un délitement des institutions, un délitement de la vie civile. Et entre ces deux, il y a un dilemme qui va rester avec nous pour très longtemps. Et nous devons avoir le courage de poser ces questions et d'élaborer des solutions. Je ne suis pas sûr qu'on est en train de le faire encore. Alors, vous disiez qu'il faudrait être capable d'accoucher d'une nouvelle sagesse. Et quand vous élaboriez le programme, je souriais un peu parce que je me disais, est-ce qu'on ne trouvera jamais les circonstances pour accoucher de cette sagesse? Les moments où, c'est mon intuition, on est arrivé collectivement à une forme de diapason, c'est après de grandes catastrophes. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme une espèce de bonne volonté généralisée partout. Vous me direz, ça a été plus difficile pour les Russes compte tenu de celui qui les gouvernait, mais on était tous collectivement à même de comprendre les risques liés à l'absurde. Nous avions fréquenté l'absurde 2 fois plutôt qu'une entre 14 et 45, et nous étions peut-être plus sages. C'est mon hypothèse. Donc, est-ce qu'il faut la catastrophe pour nous assagir? Vous avez raison de considérer que la période qui a suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale était un moment de sagesse. Autant la fin de la Première Guerre mondiale a été un moment de folie et d'aveuglement.
le traité de Versailles, comme l'a dit un livre, il devait faire la paix, et en fait, il a empêché la paix dans pratiquement toutes les régions du monde. D'ailleurs, un des moments que vous montrez du doigt dans le livre, vous dites les Américains ont eu 2 rendez-vous avec l'histoire, ils les ont loupés, Versailles et puis 89 après la chute du mur de Berlin. Mais ils n'ont pas loupé 45. 45, les États-Unis ont réussi à relever l'Europe avec le plan Marshall. Ils ont réussi à relever le Japon, qui avait quand même été leur ennemi mortel dans les années qui ont précédé. Donc, l'instant de 45 était malgré tout, malgré la présence de Staline, malgré le début de la guerre froide, c'était un moment où la communauté internationale avait un sens, où elle s'est dit nous allons construire quelque chose. Alors il y a eu les Nations Unies, il y a eu des institutions comme l'UNESCO et d'autres qui avaient pour objectif d'extirper la haine du cœur des hommes pour empêcher de futures guerres. Il y a eu un moment où on a voulu établir la paix sur des bases plus solides. Bon, ça n'a pas réussi, mais... Mais ce n'était pas que l'affaire de ceux qui nous dirigeaient. Je pense aussi qu'il y avait collectivement une sagesse, c'est-à-dire qu'il y avait 50 plus 1% des populations qui étaient dans l'espoir, étaient de bonne foi, tablaient pas sur le pire et mesuraient encore à chaud ce que le pire pouvait signifier. Donc, cette sagesse, elle était incarnée. C'était pas celle de ceux qui nous dirigeaient. Beaucoup plus facile de diriger une population si elle a aspiration à être sage. Est-ce que ça fait sens, ce que je dis? Parce que la question subséquente, c'est est-ce que nous devons retourner au plus profond du plus profond, traverser des épreuves pour à nouveau sécréter cette sagesse? Est-ce qu'on est condamné? Vous savez, évidemment, s'il y a des épreuves, ça va nous secouer, mais nous n'allons pas choisir les épreuves. Cela dit, vous avez raison de souligner cela. Je crois que il est très difficile pour les dirigeants du monde d'aujourd'hui de résoudre les problèmes à froid. On a l'impression que s'il n'y avait pas une vraie secousse... Conflagration. Où on se dise, mais là, on est vraiment au bord du précipice, on ne va pas se ressaisir. On a toujours l'impression que ces problèmes vont finir par se régler d'eux-mêmes. C'est un peu comme la guerre froide s'est terminée. Après tout ce qu'on a dit sur les risques de conflits nucléaires, sur le monde qui allait être détruit par cet arsenal qui a été accumulé, et puis soudain, la guerre froide se termine, sans un coup de feu quasiment, et là on se dit, bon, tout cela n'était pas sérieux, on a été alarmiste, finalement les choses finissent toujours par s'arranger. Et ça, à mon avis, c'est grave, parce que rien ne dit que les choses vont à chaque fois s'arranger, qu'on va à chaque fois éviter le pire. Et moi, je suis au soir de ma vie, je pense beaucoup à mes petits-enfants et à la génération de mes petits-enfants. Ils ont quel âge, vos petits-enfants? L'aîné a 10 ans, donc ils sont tout jeunes. Mais je me dis, il y a vraiment peu de chances que leur vie soit aussi heureuse que la mienne. Moi, j'ai connu des guerres, j'ai connu toutes sortes d'épreuves. Et pourtant, je crois que ma génération a eu beaucoup de chance comparée aux générations qui vont venir. Parce qu'il y a tellement de problèmes qui se posent, qui font s'aggraver et que personne ne cherche à résoudre. Et qu'il faudrait véritablement un miracle pour que le monde, dans 50 ans, soit souriant. survive même. Donc, il y a pour vous un risque réel
pardonnez l'expression qui manque peut-être d'imagination, mais de fin du monde ou de fin de l'humanité? Et... Il y a des risques de dérapage dans beaucoup de domaines. Dans le domaine des armes que l'on cherche à construire, et un jour ou l'autre, on va construire des armes extrêmement meurtrières et aussi la perturbation climatique. On voit les choses d'une année sur l'autre. Changer. Et en réalité, on ne fait rien. C'est-à-dire, en réalité, on fait juste ce qu'il faut pour donner l'impression de ne pas rester les bras croisés. Mais est-ce qu'on est en train de faire quelque chose qui peut enrayer cette dérive? Pas du tout. Seriez-vous légèrement, pour la première fois en ma présence, impatienté? J'ai l'impression que je vous vois presque cogné sur la table. Vous qui donnez l'impression, en toutes circonstances, d'une certaine flegme. Stéphane, depuis combien d'années on dit qu'il y a quelque chose à faire pour enrayer cette dérive? Depuis des années. Et qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, chaque année, on a des signes qui montrent que la situation s'aggrave. Un jour, on ne pourra plus du tout la contrôler. Et on ne fait rien. On ne fait rien de sérieux. J'interromps l'écoute de l'émission pour quelques secondes. C'est une promesse pour vous rappeler une fois encore de vous abonner à notre chaîne. Si ce n'est pas encore fait, ça fait toute la différence au monde. De nous aimer aussi, de nous liker. Les algorithmes nous ont à l'œil et vous pouvez faire la différence. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous avez plus d'une fois, et ça remonte aux identités meurtrières que vous aviez écrit cet essai il y a longtemps, vous avez souvent dit, et c'est vrai peut-être du rendez-vous raté de 89, nous ne vivons plus dans un monde divisé par l'idéologie. Il y en a beaucoup moins. Peut-être encore un peu à la marge, mais c'est aujourd'hui des guerres identitaires qui nous fracturent, qui nous divisent, qui nous tuent. C'est plus difficile de trouver le remède à la guerre identitaire qu'à la guerre idéologique, selon vous? Mais la guerre idéologique n'est pas la panacée. Personne ne peut souhaiter se retrouver de nouveau dans la guerre bon la guerre idéologique qui a divisé le monde au cours du XXe siècle. En même temps, quand le conflit est idéologique, il y a un débat. Quand le conflit est identitaire, il n'y a aucun débat. Chacun affirme... Parce que l'autre est coupable. Chacun affirme ses appartenances avec force, généralement contre les autres. Et puis, il n'y a plus rien à discuter. On ne peut pas négocier. On se bat, et chacun essaie d'avoir la part la plus importante. Et puis, on ne peut pas avoir véritablement une vie politique normale sans un certain niveau de débat sur les choix essentiels. Or, la vie politique dans beaucoup de pays, et notamment dans les pays les plus avancés, est totalement tournée autour d'un conflit de personnes. Et on se retrouve, prenez les États-Unis, qui sont quand même la grande puissance, la grande démocratie, et regardez le spectacle de l'élection présidentielle de 2024. Avec deux candidats dont une majorité des électeurs ne veulent pas vraiment. Nous sommes déjà dans une situation bloquée. Il n'y a pas eu de vraie primaire comme il y en a tous les 4 ans. Et nous sommes dans une situation où celui qui va être élu a tellement de désavantages que, en réalité, son seul avantage, c'est de ne pas être celui d'en face. C'est ça, en réalité. Et encore une fois, c'est la démocratie américaine. C'est-à-dire, c'est une de celles qui sont les plus importantes, les plus... Je suis avec vous. Et c'est celle qui détermine le sort du monde. Parce que c'est le pays qui a le plus d'influence dans tous les domaines. C'est le pays qui a produit l'essentiel de ce que nous appelons la civilisation contemporaine. Et regardez ce spectacle. Ce qui me rassure quand je regarde les États-Unis, c'est que par-delà le spectacle électoral binaire rouge-bleu, démocrate-républicain, il y a une vie démocratique actée ailleurs qu'à Washington. C'est-à-dire qu'il y a encore
partout aux États-Unis, des gens qui gèrent leurs espaces, des villes, des États où la vie démocratique, malgré tout, est toujours foisonnante. On l'oublie un peu parce qu'on est obsédé par les présidentielles, mais la tradition démocratique me semble encore bien ancrée. Ça nous amène peut-être au labyrinthe des égarés. Puis en fait, il n'y a pas de peut-être, ça nous amène au labyrinthe des égarés. Déjà, l'image est belle, ça a été souligné plusieurs fois devant vous, le labyrinthe parce qu'on serait perdu. Nous sommes perdus et nous ne trouvons pas la sortie. Et vous avez choisi, c'est pas la première fois que vous en discutez, de raconter le destin de 4 grandes puissances et de leur hubris à chaque fois, c'est-à-dire de cette malédiction grecque, nommée par les Grecs, où on a l'impression d'être à l'acmé, au sommet, de tout contrôler jusqu'à ce que ça nous échappe. Alors donc, il y a le Japon, la Chine, la Russie et puis les États-Unis. Moi, j'ai été fasciné par le Japon, d'abord parce que c'est une histoire courte, de 0 à 100 km/h à 0 en très peu de temps. On l'occulte beaucoup. Oui, c'était une montée fulgurante, une ascension fulgurante d'un pays qui était complètement fermé. On oublie aujourd'hui que le Japon, jusqu'au milieu du 19e siècle, était totalement fermé à l'extérieur. Les gens ne pouvaient pas y aller. Et les Japonais ne pouvaient pas sortir. Et du jour au lendemain, il y a eu une ouverture sur le monde, provoquée par un acte de folie d'un certain Commodore Perry, qui est arrivé avec son très escadre. Yankee, très Yankee. Et qui dit, voilà, vous devez commercer avec nous, nous sommes juste en face de l'autre côté de l'océan, nous avons de l'or, parce que c'était juste au moment de la ruée vers l'or en Californie, et les Japonais, au lieu de réagir à cette arrogance en se refermant, comme d'autres l'auraient fait, ont dit, mais si on a pu nous faire ça, si quelqu'un a pu venir chez nous et nous parler sur ce ton, c'est que nous avons fait fausse route quelque part. Et en 20 ans, le pays se transforme complètement. On envoie des milliers d'étudiants à travers le monde. On reçoit des milliers d'étrangers dans tous les domaines et le pays se transforme complètement. Économiquement, militairement aussi. S'occidentalise beaucoup aussi. S'occidentalise tout en gardant certaines caractéristiques de la société traditionnelle japonaise. Et en quelques décennies, le Japon devient une des premières puissances au monde. Il arrive en 1905, ça c'est le tournant, à battre la Russie, qui était une des grandes puissances du moment. Et de façon humiliante, disons-le. Humiliante, et le monde entier regarde en se disant, mais qu'est-ce qui arrive ? Une puissance asiatique est en train de battre une puissance européenne. Et ce qu'on a oublié, c'est que pour quantité de pays, peut-être humiliés ou perçus comme humiliés à l'époque, le Japon est le modèle qui donne l'exemple, qui fait la démonstration qu'on peut, face aux puissances, s'imposer et redresser la tête. Et effectivement, dans la foulée de la guerre russo-japonaise, il y a des révolutions partout. Dans l'Empire ottoman, il y a une révolution en 1909. En Perse, il y a une révolution dès 1906. En Russie, il y a la révolution de 1905, qui est le prélude à la révolution de 17. En Chine, le pouvoir impérial qui était là depuis plus de 2000 ans s'effondre. Et donc, on a partout en Orient des révolutions à l'imitation du Japon. L'ultime paradoxe étant que les Chinois, qui aujourd'hui, ou à une époque, en tout cas, ont tellement détesté les Japonais, parce qu'ils vont éventuellement les faire souffrir, les Japonais, au départ, sont de grands admirateurs du Japon, vont en pèlerinage au Japon pour apprendre. Au début, ils sont fascinés par les Japonais. Et d'ailleurs, il y a des figures chinoises très importantes qui ont vécu au Japon, qui parlaient le japonais, qui étaient tout le temps fascinés. Chiang Kai-shek était fasciné
par le Japon. Sun Yat-sen, le père de la nation chinoise, passait une bonne partie de sa vie au Japon. Il considérait le Japon comme sa seconde patrie. Et le Japon, au bout de quelques années, comme vous l'avez dit, il y a l'hubris qui s'empare de lui. Au lieu d'être le dépositaire de toutes les ambitions de l'Orient, il veut être le nouveau maître de l'Orient en soumettant les autres. Et donc, il y a une volonté japonaise d'occuper la Chine, par exemple, ce qui est quand même une folie absolue. Vaste projet. Ils ont envie de transformer le Pacifique quasiment en mer intérieure du Japon. Il y a une folie qui s'empare du pays et qui dure du début des années 20 ou au milieu des années de la Première Guerre mondiale jusqu'à la catastrophe de Hiroshima, quand il se lance dans une guerre contre les États-Unis qui finit par deux bombardements atomiques. Et ce qui est tout aussi fascinant, c'est que 10 ans après l'effondrement, 10 ans après le cataclysme de Hiroshima et Nagasaki, le Japon, ayant abandonné toute velléité militaire, ayant même aboli l'armée, devient de nouveau un exemple par son développement économique. Et si la Chine s'est développée économiquement, c'était à l'exemple du Japon. Quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, avant même de prendre ses fonctions, il est allé au Japon, il a dit « Expliquez-moi comment vous avez fait ». Il s'est mis complètement à l'école japonaise. Alors, c'est pas au cœur de votre livre, mais on pourrait faire la même hypothèse pour l'Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est rasée, dévastée, qui est allée au bout de son projet impérialiste et qui, n'ayant plus rien, se reconstruit autrement et redevient une extraordinaire puissance 10 ans après la fin de la guerre. Et ça me ramène à ce que je vous disais tout à l'heure sur les conditions de la sagesse. Est-ce qu'il ne faut pas passer par le mur du feu pour se dégriser de l'hubris? Sûrement. Je crois que ce qui est arrivé en Europe est un peu différent. Je crois que le dégrisement a été évidemment allemand, mais il a été dégrisement européen en général. Je crois que l'Europe a compris, après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, que c'était une folie suicidaire de continuer à se battre les uns contre les autres, et a voulu construire quelque chose de complètement différent. Et moi, je pense que le rêve européen, qui aujourd'hui est un peu malade, je suis un peu d'accord avec vous, un peu malade, reste un des grands espoirs, non seulement de ce continent, mais de l'humanité. Mais de l'humanité. Je pense que ce que l'Europe a essayé de faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un projet à vocation universelle qui doit être repris, qui va être repris. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos des catastrophes, peut-être que ce qui arrive aujourd'hui, que la guerre qui arrive aujourd'hui en Europe, va être l'élément qui va permettre aux Européens de se ressaisir et de recommencer à vouloir un rôle global. Ce qui manque à l'Europe, c'est le désir de jouer un rôle global, alors que d'autres dans le monde souhaitent jouer un rôle beaucoup plus important. L'Europe est tellement épuisée par son passé, par son passé colonial, par toutes les expériences qu'il a eues, par la culpabilité, qu'elle a peur de recommencer à jouer un rôle, comme si ce rôle ne pouvait qu'être maléfique, alors que peut-être qu'aujourd'hui, l'Europe peut jouer le rôle d'un catalyseur pour aider à construire un système international. Encore faudrait-il que l'Europe décide de faire fructifier ce qui, quant à moi, est l'ADN précieux de ce continent, c'est-à-dire sa civilisation. Or,
pour moi, aujourd'hui, l'Europe, c'est devenu un espace technocratique, bureaucratique. Je ne veux pas faire de caricature facile, mais on a sublimé ce qui fait l'Europe, c'est-à-dire sa différence, sa richesse, l'addition de ses richesses, pour essayer au contraire de rendre conforme tout ça et de diriger avec une certaine autorité de Bruxelles ce qui n'a pas aspiration à l'être. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un aspect bureaucratique, un aspect froid qui a découragé beaucoup d'Européens. Et je pense qu'il faut une refondation de l'Europe. Et avec une dimension culturelle importante, avec une vision de l'avenir, ce qu'on n'avait pas en réalité. Il ne suffit pas simplement d'harmoniser les économies, d'harmoniser les lois. Il faut qu'il y ait un objectif pour lequel les gens pourraient se mobiliser pleinement. Et je pense que si on arrive à retrouver cet élan, l'Europe a un grand rôle encore à jouer. Amin Maalouf, dans ce labyrinthe des égarés, je disais les Russes. Je ne sais pas si l'histoire est entendue pour les Russes, mais en tout cas, elle se déroule actuellement. Il y a les Chinois et les Américains aussi. Les Chinois, l'histoire n'est pas terminée. Ils ne sont certainement pas au sommet de leur puissance, proches, mais pas au sommet. Les Américains vont traverser une époque nécessairement difficile pour eux, parce que le monde n'est plus aujourd'hui sous l'emprise américaine. Je pense que les États-Unis peuvent se ressaisir. Ils passent par une période difficile parce qu'ils ont été incapables d'assumer leur rôle d'unique superpuissance. Je crois qu'ils ont besoin de repenser ce rôle et de retrouver une place. Et ils ont les moyens, c'est-à-dire les États-Unis, malgré toutes les critiques que nous pouvons avoir sur la vie politique américaine, ça reste le plus grand pays par son économie, par sa puissance militaire, par sa capacité créatrice. Ça reste le pays le plus influent dans le monde, par ses universités même. On pourrait discuter aujourd'hui de ce que ces universités... Il y a quelques risques aujourd'hui avec le WOC, mais dans l'ensemble, la puissance... C'est plus qu'un risque. Quand on se met à mal penser, on risque même, je dirais, pour une puissance, de prendre le bas chemin. Hein? Je crois que nous sommes d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas considérer que les États-Unis ont entamé leur déclin. Je pense qu'ils sont encore assez hauts et qu'ils ont encore les moyens de jouer un rôle important. Ceux qui sont en face, et je pense notamment à la Chine gagne en puissance, mais elle est encore très loin d'être la première puissance. La Chine n'est pas un exemple. C'est un grand pays, c'est un pays dont l'économie est florissante, c'est un pays, mais qui a beaucoup de problèmes et qui n'est pas en train de fabriquer une autre civilisation. C'est-à-dire, notre civilisation d'aujourd'hui, c'est la civilisation occidentale, très américanisée, adoptée par le reste du monde et avec une composante américaine déterminante. Bon, on est encore là. Peut-être que du temps des petits-enfants dont je parle, les choses se seront un peu modifiées, mais aujourd'hui, c'est le cas et ce n'est pas en train de disparaître. Donc, vous pensez que le dominion américain est encore là pour rester, que les Chinois ne vont pas les faire culbuter? Je pense que l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et quelques pays, par ailleurs, la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres, doivent se concerter pour bâtir le monde de demain. Il n'y a pas un qui va disparaître et l'autre qui va émerger à sa place. La puissance américaine ne va pas disparaître. L'Europe ne doit pas disparaître. Et il ne s'agit pas d'arrêter l'histoire et de figer les rapports de force. Il s'agit d'entrer dans une autre logique, une logique de ce que j'appelle l'aventure humaine. Il faut concevoir l'aventure humaine comme une aventure.
et l'humanité comme une nation humaine. Je sais qu'on en est loin, mais on ne peut plus se permettre de continuer dans la voie des conflits identitaires, des conflits pour l'hégémonie, parce que il y a tellement de périls qui menacent l'humanité tout entière. Comment nourrissez-vous l'optimisme, justement, parce que vous m'avez vu sourire, mais c'était pas évidemment cynique, c'est que je sais qu'on est loin de la coupe aux lèvres, ou il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc, comment nourrir votre optimisme? Je suis confiant en une chose, c'est qu'à un moment donné, nous devrons nous ressaisir. J'espère que nous nous ressaisirons avant qu'il y ait une catastrophe majeure. Sinon, nous devrons le faire après une catastrophe majeure. Mais nous ne pouvons pas simplement accepter que l'humanité aille à volo, que l'aventure humaine finisse dans un ravin. Je pense que nous devons nous ressaisir. Nous avons les moyens de résoudre tous les problèmes. C'est ça, le développement scientifique et technologique fait que l'humanité a aujourd'hui, pour la première fois dans son histoire, la possibilité de résoudre tous les problèmes. Ça se passe dans la tête. Si nous arrivons à concevoir une autre relation entre les différentes composantes de l'humanité, nous pouvons résoudre ces problèmes. Alors, je vais vous ramener à une autre date importante dans votre vie, de journaliste particulièrement, et c'est un prolongement de ce que vous dites. Vous étiez dans l'avion le 1er février 1979, je n'avais pas fini de nommer la date, et déjà vous étiez à opiner du bonnet. Vol d'Air France qui ramenait l'ayatollah Khomeini à Téhéran. Oui, nous étions peut-être 200 journalistes à assister à ce phénomène. C'est un phénomène inoubliable qui a effectivement changé beaucoup de choses dans l'histoire du monde. Et je pense que c'est un des facteurs majeurs, c'est-à-dire c'est la montée d'une forme de nationalisme religieux, je dirais, qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment dans le monde musulman. Et c'est vrai que nous avons assisté à cela au crépuscule de la guerre froide. Et c'est ce monde qui est né à la fin des années 70 et le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde où les règles ont complètement changé par rapport au monde d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que pour un journaliste, c'était une expérience étonnante. Être assis dans un cinéma de Téhéran avec sur l'estrade Khomeini assis dans un fauteuil annonçant la nomination du premier gouvernement de la République islamique et de fait la fin de la monarchie, c'est un événement qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas. On était vraiment dans une sorte de cinéma de quartier où il y avait cette mise en scène. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est un événement qui a compté dans l'histoire. Vous le saviez à ce moment-là, ce que ça signifierait? On sentait que c'était quelque chose d'important, malgré la modestie de l'endroit où ça se passait. Par rapport au personnage de Khomeini, pas vraiment. C'est-à-dire l'attitude qui prédominait à l'époque, que ce soit chez les intellectuels iraniens ou dans les capitales occidentales, c'est que c'est un vieux religieux qui va rentrer et qui va devenir une sorte de figure emblématique, mais qui ne va pas se mêler de la politique quotidienne. Donc on a pensé que c'était un vieux religieux débonnaire qui... Vaguement illuminé, peut-être. Oui, on n'avait pas peur tellement de lui. Et je ne sais pas, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais pas dire si lui-même avait dès le début exactement la volonté de faire ce qu'il a fait, ou si à un moment donné, il a eu un basculement. S'il y a eu un basculement,
c'était au moment de l'occupation de l'ambassade américaine. Là, les gens qui connaissent l'Iran, moi je ne connais pas très bien, disent que Khomeini a hésité entre dire aux étudiants de se retirer, essayer d'avoir un comportement plus normal, essayer d'arranger les choses avec les Américains, et pour une raison que j'ignore, est-ce que c'était peut-être son idée dès le début, il a pris position avec les étudiants les plus radicaux, les éléments modérés du régime se sont retirés, et là il y a eu une radicalisation du régime qui ne s'est jamais arrêtée en réalité. Il a traversé le Rubicon. Il a choisi. Oui. Encore une fois, c'était peut-être son idée dès le début. Je ne sais pas. C'était peut-être... Mais si je vous pose la question, si je vous ramène à 1979, c'est que vous me proposiez cette idée qu'on puisse un jour collectivement être saisi de cet appel de sens, de cette sagesse qui nous fera collectivement éviter le pire. Or, les idées peuvent changer le monde. Voilà un exemple très concret d'une population qui est presque entrée en transe et, sans citer la Bible, on pourrait dire qu'au commencement était le Verbe, c'est-à-dire que l'Ayatollah Khomeini communiquait avec des cassettes, c'est sa parole, c'est une idée, des idées qui ont fait basculer le pays. Donc c'est possible aussi. Oui, et il ne faut pas aussi négliger les malentendus. C'est-à-dire ce que les gens voulaient à l'époque, ce que les gens voulaient, c'était la fin d'un régime qui était fatigué, corrompu, etc. Et l'émergence d'un autre régime, probablement plus démocratique, espérait-il, moins corrompu. Beaucoup de gens voulaient autre chose qu'un régime religieux rigoureux qui va les obliger à s'habiller de telle ou telle manière, à faire pousser la barbe de telle ou telle manière. Je crois que les gens se sont laissés porter par ce courant. Il n'est pas certain qu'ils voyaient, il est même certain qu'ils ne voyaient pas où cela allait. Le point d'aboutissement. Et je suis persuadé que si les gens avaient pu imaginer à quoi allait aboutir ce pouvoir au bout de 40 ou 45 ans, ils n'auraient pas manifesté. mais là, il était trop tard. Ah oui, il était trop tard. Il est trop tard, en fait. Enfin, trop tard, c'est un pays qui un jour va se ressaisir. Je pense qu'en Iran, il y a une société civile dynamique qui a une histoire, qui est attachée à d'autres valeurs que celles du rigorisme. J'en suis convaincu. Encore faut-il qu'il ait suffisamment d'espace pour pouvoir croître. C'est peut-être pas des conditions optimales en ce moment. 79, en même temps, et c'est là que le contraste est intéressant, c'est l'avènement du néolibéralisme. C'est Margaret Thatcher en Angleterre et c'est l'Ayatollah Khomeini en Iran. Et ça nous a beaucoup et longtemps façonné que c'est deux projets contradictoires. C'est la période de basculement. Nous avons basculé d'un monde dans l'autre. Et un des aspects de ce basculement, c'est que avant, le conservatisme était conservateur. Et soudain, le conservatisme est devenu révolutionnaire. Et les deux exemples que vous mentionnez, c'est cela la réalité. Margaret Thatcher était conservatrice, mais elle a révolutionné la vie politique. En Occident, pourrions-nous dire. Oui, d'abord en Angleterre, puis aussitôt après avec Reagan aux États-Unis et en Occident. Et Khomeini, qui était un conservateur, mais un conservateur révolutionnaire. Ça peut paraître contradictoire, mais c'était le règne du conservatisme révolutionnaire. Et c'est là-dedans que nous entrions
en Et 1979. nous n'en sommes pas tout à fait sortis encore. Est-ce que je peux terminer cet entretien en vous parlant de votre rapport au temps? Vous me direz quel rapport, mais j'en vois un. Vous l'avez souvent souligné, c'est la denrée la plus précieuse. On ne sait pas la bien faire fructifier. Quand avez-vous compris que votre plus grand allié, votre plus grand ennemi aussi, était le temps? Parce que je pense que Victor Hugo disait « aimer, c'est choisir ». Je pense que aimer son temps, c'est aussi choisir. Vous savez, tout être humain, à un moment donné, comprend que son temps est compté. Il y a des événements dans la vie qui le font comprendre un peu plus clairement que d'autres. Mais je suis suffisamment sage pour me dire qu'on ne contrôle pas le temps, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on considère qu'on doit faire dans le temps qui nous est imparti. Et puis, un jour, ce temps s'arrête. Un jour, le temps s'arrête, on n'y peut rien, et il vaut mieux ne pas y penser. Mais avant qu'il ne s'arrête, il faut faire des choix. Et ce que vous dites très tôt, c'est que si on veut accomplir quelque chose, il faut savoir dans quoi on investit son temps. Choisir d'être romancier plutôt que journaliste, c'est un choix. C'est vrai, c'est un choix qui s'est présenté à moi à un moment donné. Je dirais que je n'ai pas quitté totalement mon tempérament de journaliste, qui apparaît même dans ce livre aussi. En même temps, je suis, outre que j'aime énormément observer la marche du monde, je suis aussi, c'est moins apparent, un rêveur éveillé. Je passe mon temps à échafauder des avenirs possibles, des événements possibles, et c'est une partie de moi-même qui n'est pas toujours apparente, mais qui est très présente chez moi. Il suffit que vous me laissiez dans une cérémonie, par exemple, et ma tête vogue, j'imagine des choses, des événements, et donc il y a toujours eu chez moi à la fois la passion de la marche du monde et en même temps une imagination qui avait envie d'aller bien au-delà de ce que je vois autour de moi. Est-ce que cette imagination, puis vous pardonnerez le mot parce qu'il est mal choisi, mais a jamais risqué d'être corrompu par le succès? Ou ce qui vient avec le succès? Parce que vous avez rencontré le succès, vous me direz non, pas vraiment Stéphane, tu sais, mais vous avez été multi-récompensé, vous vendez des livres, vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie française, un rêve probablement qu'à aucun moment de votre vie vous avez caressé. J'imagine le jeune homme à bord du bateau le 16 juin 1976. Non, il ne mettait pas le cap sur la scène. Même il y a un an, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Et donc, l'ambition? C'est vrai que le succès, comme vous l'appelez, compromet la gestion du temps. Ça, c'est une chose qui a été présente pour moi très tôt, effectivement. J'ai eu la chance d'avoir mon premier roman rencontrer son public, et donc je devais gérer mon temps pour continuer à travailler, et je me suis toujours battu pour cela. Et ça n'a jamais été facile. Et je dirais que c'est encore plus difficile aujourd'hui avec l'Académie, mais j'ai constamment eu conscience de la nécessité de gérer le temps, et j'ai constamment trouvé la possibilité de sauver une partie de mon temps pour la consacrer à l'écriture. Mais le choix des mots est intéressant. Sauver une partie de mon temps. Voilà. Comme si le reste vous échappait totalement. Il y a des choses qui échappent, ouais. On n'y peut rien, mais il faut quand même préserver l'essentiel, c'est-à-dire construire l'œuvre qu'on peut construire. C'est durable, ça, une œuvre? Je crois qu'on est
heureux si dans quelques années on est encore lu un peu. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On est forcément condamné à être oublié, mais il ne faut pas trop y penser comme cela parce que ça démobilise, ça décourage. Il faut écrire comme si ce qu'on allait écrire allait avoir un destin. Et puis si un jour c'est oublié, c'est oublié. J'allais dire, donc, vous avez un peu de vanité quand même. Non. Non? Non, sincèrement. J'ai peu de vanité. Mais peut-être celle d'être lu ou apprécié. Non, j'espère être lu, mais je ne me fais pas d'illusions sur ce... Est-ce qu'on continue à être lu dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Je crois que c'est très difficile de le savoir. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer, mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'espérance est grande. Amin Maalouf, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas à sauver davantage de temps pour vous consacrer à votre œuvre. Je mets ici un terme à notre entretien. Vraiment chouette. Merci. Merci Stéphane. Au plaisir de se retrouver bientôt. Avec plaisir. À la maison, si ça vous a plu, s'il vous plaît, partagez cet entretien. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le aussi, quelle que soit la plateforme de prédilection qui est la vôtre. À la recherche, c'était Marianne Grenon, notre réalisatrice monteuse Jeanne Croteau, Stéphane Bureau microphone. À très bientôt.